Salut les hobbies, je suis John de Game of War Studio et aujourd'hui on va faire un petit tour des règles de base de Blood and Plunder. Blood and Plunder est un jeu historique, un wargame historique à l'âge d'or de la piraterie produit par Firelock Games. Si vous n'avez pas vu la première vidéo de présentation, la review et l'unboxing du starter 2 joueurs, je vous invite à aller la voir, elle est assez complète sur le sujet. Dans cette deuxième vidéo autour de Blood and Plunder, donc on va passer en revue les règles de base. Alors pas toutes les règles parce que le livre est quand même assez dense, il y a la partie navale qui mériterait une vidéo à part entière. On va passer les règles de base, donc les éléments de mécanique du jeu pour que vous puissiez comprendre comment ça se joue. Alors donc c'est un livre qui fait 162 pages, plus l'index 176 je crois, avec à la fin donc une fiche de référence rapide qui peut être aisément traduite, produite en français. Et donc je disais, le livre fait 168 pages, avec un index assez complet avec tous les mots-clés. La première partie du livre, c'est une revue historique. La deuxième partie, c'est une introduction sur comment ça fonctionne et l'esprit qu'il faut avoir dans le jeu. Ensuite, vous avez la partie de 30 à 33, Game Essential. Ce sont les règles essentielles de jeu, c'est ce qu'on va voir un petit peu. Et après, on va passer en revue rapidement l'activation, le combat. Et on va laisser de côté les règles de terrain, d'artillerie, de bateau et de création de force, puisqu'il va y avoir une vidéo spécifique sur la création de force avec le builder. C'est la vidéo numéro 3. Et j'en ai parlé brièvement aussi dans la première vidéo que je vous invite à aller voir. Les scénarios, les références et l'index, pareil, on va pas passer ça en revue pour ne pas alourdir trop la vidéo. Donc l'esprit du jeu, pour en introduction, c'est un jeu historique, donc on n'est pas du tout dans du fantasy, dans du fantastique, ça c'est important. La communauté est assez portée là-dessus d'ailleurs. Donc rien ne vous empêche bien sûr de jouer le jeu de manière plus fantaisiste, mais de base ça reste un jeu historique. Ensuite, au niveau des Game Essentials, donc des règles de base du fonctionnement du jeu, c'est ce qui va vous expliquer comment fonctionne un petit peu tout le jeu. Première chose, donc vous avez des dés de 10. Ce jeu se joue à des dés de 10. En termes de statistiques, ça permet quand même de mieux lisser qu'un dé de 6, c'est intéressant. Moi je suis assez affectionné aux dés de 10 parce que je joue à beaucoup de jeux comme Briscard aux dés de 10, donc c'est pas quelque chose qui manque ici. Si vous n'avez pas de dés de 10, il vous faudra vous en procurer, sauf si vous achetez un starter de base. Donc il faut savoir que sur un dé de 10, vous avez un 0. Le 0 sur le dé de 10, c'est un 10 et ça compte comme un 10 naturel. Le 1 compte comme un 1 naturel. Donc quand vous avez un dé de 5, c'est un dé de 10 divisé par 2. C'est un grand classique du wargame. Là-dessus, rien de nouveau. Au niveau des tests, vous avez les caractéristiques. Il faudra faire égal ou plus à la valeur de caractéristique pour que la réussite soit faite. Donc là, c'est pareil. Rien de compliqué au niveau du fonctionnement des tests au dé. Les modificateurs s'appliquent directement à la caractéristique et pas au lancer de dés. C'est-à-dire que si vous avez une caractéristique c'est 6 plus sur un dé de 10, si vous avez un modificateur de moins 1, du coup vous passerez à 7 plus. Alors attention à cette logique-là, moins 1 pour vous, ça serait 6 moins 1. Non, dans le wargame, si vous avez un modificateur qui vous alourdit, c'est un malus qui vous rend plus difficile de toucher, par exemple sur un 6 vous passez à moins 1, donc à 7, il faudra faire 7 ou plus. Et à l'inverse, si vous avez un bonus par exemple de plus 3 et que vous avez une valeur de 6 à atteindre, ça fera 3 ou plus sur votre dé. Donc là ça reste un grand classique sur les jets. Et tout ce qui repose sur un test à plus 11 est considéré comme impossible et l'action ne peut pas être réussie. Donc c'est à dire que quand vous avez quelque chose qui fait que pour X raison dans le jeu vous devez toucher à 11 ou plus, c'est que c'est pas possible. Voilà, terminé, c'est pas plus compliqué. Au niveau de la mesure des distances, donc tout se mesure en pouces. Vous avez une réglette de 4 pouces dans le jeu qui vous sert à mesurer plein de choses, notamment les déplacements de base se font comme ça à 4 pouces, mais il faudra 1 mètre en pouces pour pouvoir mesurer les très longues distances et autres. Une mesure se fait toujours d'un point le plus proche à un autre, par exemple d'un socle, de la base d'un socle à un autre socle, et vous pouvez mesurer à n'importe quel moment dans le jeu.
Le jeu utilise des marqueurs en très grande quantité. Alors vous avez plusieurs possibilités, soit vous avez vos propres marqueurs, ce qui n'est pas un souci quand on est wargamer, soit vous prenez les dés spécifiques, ils ont produit des dés qui sont très intéressants, qui vous permettent de modifier les faces en fonction de l'évolution des marqueurs, soit vous avez la boîte de base où il y a des tokens en carton, et là ça fait beaucoup de tokens à mettre sur la table, c'est à vous de voir en fonction de votre manière de jouer et vos envies. Les marqueurs sont essentiels parce que très rapidement on peut perdre le fil de quelle unité a été activée, quelle unité est fatiguée, quelle unité est en train de recharger ses armes, quelle unité a pris des dommages critiques, etc. Donc c'est important d'avoir des marqueurs. Honnêtement, la boîte de base propose tout ce qu'il faut, ce serait dommage de s'en priver. Ensuite, les activation cards, donc les cartes d'activation, ce sont des decks spécifiques de cartes, comme un jeu de cartes classique, hein, c'est-à-dire un jeu de cartes 54 cartes avec 2 jokers, avec du pique, du trèfle, du cœur, du carreau et des valeurs. À la différence que Firelock Games, sur leurs cartes, il y a aussi les activations que vous allez pouvoir faire. Et certaines cartes, une carte de pique va donner moins d'activation, une carte de trèfle va donner plus d'activation, mais le pique étant supérieur au trèfle, vous allez commencer à jouer, donc avoir moins d'activation, et celui qui va jouer ensuite en trèfle aura lui plus d'activation, ce qui permet de compenser. Il y a un man games, mais on va voir ça plus tard dans la vidéo. Le terrain et la table. Alors là il y a un petit truc un peu particulier parce que ici, ils vont dire que la table doit faire 90 par 120 pour commencer les batailles amphibies ou sur terre à moins de 200 points. Et pour les batailles, notamment maritimes, on peut jouer sur des tables de 120 par 180. La nappe que j'ai ici, par exemple, c'est une nappe qui est faite par Kraken Wargame et qui fait 90 par 180. Voilà. C'est une table, il y a des cotes un peu pas habituelles pour ce jeu, et la table de base, la nappe de base qui est proposée dans la boîte, elle fait 90 par 90, donc 3 pieds par 3 pieds. Il y a plein de variations de taille de table dans ce wargame. Ça, c'est quelque chose qui peut être contraignant pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'espace de stockage et qui n'ont pas beaucoup de maps de table de jeu. Bon, honnêtement, je pense que trancher en deux, jouer sur du 4 pouces par 4, enfin 4 pieds par 4 pieds, donc 120 par 120, ça peut se faire, ça peut s'adapter pour ceux qui veulent pas se prendre la tête. D'ailleurs, là c'est une recommandation, et d'ailleurs ils disent qu'après les scénarios vont indiquer la taille respectée des tables et le nombre de terrains, etc. qu'il faut mettre dessus. Je pense que vraiment c'est adaptable. Surtout que c'est pas un jeu dit compétitif, c'est vraiment un jeu narratif. Ensuite, sportsmanship. Donc là, en fait, ils vont rappeler que la règle essentielle, en fait, c'est de s'amuser. On est là pour jouer ensemble, on n'est pas là pour se taper dessus, et que s'il y a un problème, on lance un dé. Donc ça reste du classique jusqu'à maintenant. Ensuite, on passe aux miniatures, donc aux figurines. Et alors on va parler en fait une single miniature, donc c'est référé par un modèle. Donc une figurine seule, c'est un modèle. Un ensemble de modèles, c'est un groupe. Voilà. Et donc après, et ça forme des unités. C'est-à-dire qu'un ensemble de figurines forme un groupe qui doivent être en cohésion, et ça forme une unité. Voilà. Et l'ensemble des unités forme une force. Donc modèle forme un groupe à plusieurs qui est une unité, et donc après ça forme une force, l'ensemble de ces unités. Donc là rien de compliqué. Les unités doivent être tout le temps en cohésion. Donc quand il y a moins de 12 figurines, c'est 4 pouces, et il y a un gabarit dans la boîte de base, c'est un cercle comme ce que vous voyez sur le schéma ici, et tout doit tenir dans ce gabarit là. Alors c'est pas 4 pouces en distance les unes des autres, en fait c'est vraiment 4 pouces dans ce cercle là. Et après il n'y a pas de problème dans la manière dont vous allez le disposer, à part pour les portées de tir à proprement parler. Pourquoi? Tout simplement parce que elle voit à 360. Et quand vous avez des unités qui font plus de 12 figurines, 12 modèles, et ça sera 5 pouces de cohésion. La cohésion est plus importante. Et une figurine, une unité qui commence avec des figurines qui n'est pas en cohésion, en fait, elle gagne un point de fatigue. Et là, ça se joue beaucoup au jeu de fatigue. Il n'y a pas de point de vie à proprement parler, c'est au point de fatigue. Et plus vous allez être fatigué parce que vous allez faire des actions, prendre des dégâts, etc., plus vous avez de chances d'être retiré de la table. Donc il faut faire très attention à ça. Voilà. Et alors un point aussi qui est donné, c'est qu'il faut faire attention de ne pas mélanger les unités, il faut qu'elles restent distinctes. J'ai vu que par courtoisie, la plupart des joueurs font en sorte qu'il y ait un pouce entre chaque unité. C'est pas spécifié clairement dans les règles, mais je l'ai vu sur les rapports de bataille et écrit sur différents forums, et notamment sur le Discord. La plupart des joueurs essayent de respecter un pouce de séparation entre les unités, sauf quand il y a une grosse mêlée, que là il n'y a pas le choix, mais c'est globalement l'esprit qui est appliqué. Les unités, comme je vous disais, voient à 360
60 degrés, donc il n'y a pas de direction, donc votre figurine grosso modo elle voit dans tous les sens, donc là il n'y a aucun problème au niveau de la ligne de vue. Chaque unité, donc l'unité a une zone de contrôle de 3 pouces, donc ça veut dire que grosso modo tout autour de l'unité, de l'ensemble du bloc de l'unité, vous avez 3 pouces de contrôle et que vous ne pouvez pas passer en tant qu'ennemi dans cette unité, enfin dans cette zone de contrôle, pardon, sinon vous engagez en fait le combat. Voilà, donc si vous arrivez dans cette zone, c'est pour engager le combat, c'est tout, il n'y a pas le choix. Ensuite, les lignes de vue. Les lignes de vue sont des vraies lignes de vue, c'est-à-dire qu'on voit vraiment ce que voit la figurine. On trace de socle à socle, si on voit entièrement le socle, on trace le socle, il y a une pleine vue. Si le socle ou la figurine est vue partiellement, et on va pas parler du bras, des jambes, de la tête, on va parler du tronc, donc c'est-à-dire en fait de la base, de la silhouette même de la figurine. Si on voit qu'une partie, elle n'est pas vue entièrement. Jusqu'à là, pas de complications. Ensuite, je continue. Donc là, sur les profils des figurines, sur les caractéristiques des figurines. En haut, vous avez le titre d'une figurine, donc l'unité qu'elle représente. Après, son niveau d'entraînement, vous avez 3 niveaux d'entraînement. Vous avez donc le niveau, c'est les débutants, vous avez le niveau entraîné, vous avez le niveau vétéran. Ça va vous donner un nombre d'actions qu'il est possible de faire, puis certaines caractéristiques propres à ça. En haut à droite, vous avez le nombre de points de la figurine dans l'unité. Et là, c'est pas le point de l'unité, c'est pas 4 figurines coûtent 6, c'est une figurine coûte 6 points. Vous en mettez 4, ça vous coûte 24 points. Ensuite, vous avez les armes principales, donc main weapon et side arm, les armes supplémentaires à côté que vous allez avoir. Après, vous avez les valeurs de combat, fight and shoot, et vous avez skill, save et resolve. Alors, fight, skill 6, c'est le niveau à atteindre au combat corps à corps. Save, c'est le niveau à atteindre pour faire votre sauvegarde. Ensuite, shoot, le niveau à atteindre pour faire votre touche au tir. Et save en shoot 7, ici, c'est le niveau à atteindre pour vous sauvegarder d'un tir. Resolve, c'est votre morale, c'est votre manière dont vous allez résister à la fatigue, etc. et retirer aussi des pions de fatigue. Ensuite, tout à la fin ici, vous avez des mots-clés qui sont propres à l'unité, qui vont apporter des règles spécifiques que vous allez trouver au dos de la carte. Et ça, c'est ce qui va donner le piment même de l'unité, qui va permettre d'avoir une unité qui est un peu différente des autres. Ça, c'est important de les connaître. C'est ce qui peut un tout petit peu alourdir au départ le jeu, parce que chaque unité, si vous jouez beaucoup d'unités différentes, vont avoir leurs propres règles. Une fois que c'est pris en main, au bout de 3-4 parties, il n'y aura pas de souci, parce que toutes les règles sont les mêmes dans toutes les factions. C'est juste que les unités sont différentes parce qu'elles n'ont pas le même mélange de mots-clés et de règles de base. Voilà, pour toucher, que ce soit au tir ou au corps à corps, vous avez une valeur, il faut faire plus au dé de 10, ça a été vu. Vous avez des armes, donc des main weapons et side arms. Donc du coup les main weapons, c'est les armes qui peuvent être utilisées à la bataille, donc classique, hein, d'accord. Et une side arm peut être utilisée une seule fois durant la bataille, d'accord. Donc ça veut dire que par exemple eux ici ils ont Buccaneer Guns, donc des fusils de boucanier, ils peuvent l'utiliser tout le temps. Side arm, le pistolet, peuvent l'utiliser une seule fois par bataille. Ça c'est important de faire la différence, il faut bien choisir quand est-ce qu'on va les utiliser. La règle spéciale on a vu, on va passer maintenant au leader. Le leader, dit le commandant, a une carte spéciale, une carte différente des autres, vous allez voir pourquoi. Alors déjà, vous choisissez un seul leader et il n'y en aura pas d'autre, c'est un et unique leader dans votre formation. Votre leader, une fois qu'il est choisi, va développer, ici vous va débloquer donc les types d'unités qu'il va pouvoir diriger, les types de factions. Donc par exemple ici, sur le personnage qu'on a, c'est English Buccaneer Commander, donc le boucanier, un commandant boucanier anglais. Et donc on peut diriger English Buccaneer, donc des boucaniers anglais, des frères de la côte et Logwood Cutter Force. Donc ça c'est une unité spécifique, c'est ceux qui étaient envoyés dans les forêts pour récupérer les logs, pour faire des mâts, etc. et tout. Donc voilà, et il faut savoir que ce que vous avez là, il y a des factions qui seront plus faites pour faire de l'amphibie, d'autres qui sont plus faites pour du combat sur terre et d'autres plus pour du combat naval. Donc il faut vraiment choisir en fonction du type de jeu que vous voulez avoir, et puis en fonction du scénario aussi. Ensuite vous avez sur la carte donc sa valeur en points,
son niveau ici. Ensuite vous allez avoir ici ses armes de base. Vous allez avoir une portée de commandement, donc 8 pouces pour sa range command, et des points de commandement qui vont lui permettre de faire des actions spéciales pendant le jeu. Une règle spéciale, lead par example, donc l'idée par l'exemple. Donc après vous avez une règle spéciale qui s'applique à votre armée. Et il faut savoir que donc votre commandant est attaché dès le début à une unité. C'est-à-dire que vous allez prendre votre figurine, l'attacher dès le début à une unité. Et il va apporter ses mots-clés spéciaux à l'unité et il va prendre lui à côté les caractéristiques même de l'unité, c'est-à-dire les valeurs de combat, de tir de l'unité et la resolve de l'unité. Donc ça c'est le premier point, c'est un point qui est important, donc choisissez bien votre unité. Ensuite, si le commandant est le dernier survivant de cette unité, ça sera le dernier à être retiré de toute façon, et il garde les compétences de l'unité, c'est-à-dire que si vous n'avez plus de figurines de l'unité, il gardera quand même de toute façon les compétences en référence de cette unité. L'unité gagne toutes les règles spéciales du commandant, donc ça c'est un méga boost, hein, vous verrez selon les commandants que vous allez avoir. Le commandant utilise ses propres armes et son propre équipement et pas l'équipement de l'unité. Ensuite, si le commandant quitte l'unité, ça peut arriver, en fait il va quitter l'unité en allant de l'autre côté avec des points de fortune. C'est un jeu où il y a des points de fortune, un petit peu comme Wild West Exodus. Il peut utiliser un point de fortune une fois par partie, par exemple pour faire la compétence trompe la mort, shield diff. Il peut quitter et aller dans une unité à 8 pouces de lui, et donc du coup en fait il sera pas mort et il va aller dans une autre unité. Donc là dans ce cas là il doit obligatoirement aller dans l'autre unité et il perd en fait tout ce que l'autre unité lui donnait, et inversement l'autre unité perd toutes les caractéristiques. Donc il a des points de commandement et une distance de commandement. Les points de commandement, ça va lui permettre de prendre des actions spéciales ou à des unités d'avoir des actions supplémentaires dans sa portée de commandement. Voilà. Et quand un commandant est attaché à une unité qui n'a pas de points de tir, ça arrive, il y a des unités qui n'ont pas de valeur de tir, du coup il a automatiquement une valeur de tir de 7 à la place. Voilà pour les commandants. La fatigue, alors ça c'est vraiment un élément moteur du jeu. Grosso modo, il n'y a pas de point de vie. Vous allez prendre des points de fatigue. Si vous faites trop d'actions, vous prenez un point de fatigue. Si vous êtes blessé, vous allez prendre des points de fatigue, et ainsi de suite. Une unité peut avoir 2 points de fatigue. Arriver à 3 points de fatigue, elle est brisée. Donc elle va perdre une activation. Il y a plein de choses qui va faire beaucoup moins bien. Si vous arrivez sur un total de 7 points de fatigue ou plus d'un coup, vous êtes détruit, donc votre unité est retirée. Donc il faut faire en sorte de ne jamais dépasser les 2 points de fatigue et d'avoir de toujours pouvoir les retirer au fur et à mesure du jeu avec des actions, avec des compétences spéciales. Il faut savoir qu'une unité ne peut jamais elle-même se forcer pour avoir, donc faire plus d'actions, pour avoir plus de 2 points de fatigue. Si vous avez atteint 2 points de fatigue, vous ne pourrez pas faire d'autres actions supplémentaires que les actions de base que vous pouvez faire. Donc vous ne pouvez jamais dépasser 2 points de fatigue. Donc voilà grosso modo comment ça fonctionne. Et si jamais vous obtenez le double, si une unité a le double des points de fatigue qu'elle peut avoir, c'est-à-dire d'un coup en fait elle est retirée immédiatement du jeu aussi. Voilà grosso modo comment ça fonctionne. On en reparlera bien sûr davantage quand on fera la partie didactique. On va passer maintenant à l'activation des unités, et ça c'est un autre élément qui fait le sel du jeu et que je trouve vraiment super sympa. Comme je vous disais, il y a des decks d'activation, ce sont des cartes classiques, 54 cartes classiques de jeu, hein, comme ce que vous pouvez avoir pour jouer à la belote au poker. Et donc vous avez en plus dessus des valeurs d'activation, mais ça c'est pas un problème parce que si vous avez un jeu de cartes classique, vous pouvez jouer autrement, vous allez voir pourquoi. Là, vous avez donc un deck d'activation classique de Firelock Games. Dans ce deck d'activation, d'ailleurs qui n'a toujours pas été utilisé, il faut que je vous prépare la vidéo justement sur les Amérindiens. Et ici, vous avez un deck donc de cartes qu'on peut trouver sur un site de discount, des cartes stylisées pirates classiques, plastifiées. Allez, hop, voilà. Et ben vous pouvez jouer aussi bien avec un deck d'activation comme celui-ci que ça. Donc comment ça marche? Tout simplement, par exemple, si vous avez 6 unités sur la table, vous allez tirer 7 cartes de votre main. Donc je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes dans ma main et je le cache. Et l'autre joueur va prendre cette carte dans sa main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et s'il a par exemple cette unité, et hop, et le cache. On va choisir dans notre main une carte cachée et on va la poser
face cachée sur la table pour définir l'initiative. Et à ce moment-là, on va révéler en même temps, donc si vous êtes 2 joueurs en même temps, 3 joueurs, 4 joueurs en fonction de jeu, ce jeu-là est un jeu narratif multijoueur et c'est vraiment rechercher le multijoueur au passage. On va tirer au sort et donc on va voir quelle est la couleur qui est supérieure à l'autre. Ici, pour mes pirates, j'ai un pic. Pour mes amérindiens, j'ai un cœur. Le pic étant supérieur au cœur, je vais avoir l'initiative. Donc je vais jouer en premier. Et vous avez vu que là, c'est un jeu de cartes classique, alors que là, c'est le jeu de cartes fourni par Firelock Games. Et j'ai dessus des valeurs: inexpérimenté, 1 action, entraîné, 2 actions, vétéran, 2 actions. Donc ça veut dire que ici, je ne sais pas quelles sont les valeurs, mais justement, Firelock Games ont pensé à ça en proposant tout simplement un tableau ici que vous avez dans la suite du bouquin qui explique l'activation. Vous avez que les pics, ça donne pour les expérimenter 1 activation, pour les entraîner 1 activation, pour les vétérans 2 activations, les cœurs pour les non expérimentés, pardon, excusez-moi, 1 activation, pour les entraîner 2 activations, pour les vétérans 2 activations, pour les carreaux, pour ceux qui sont inexpérimentés, 2 activations, pour les entraîner 2 activations, pour les vétérans 3 activations, et pour le trèfle qui joue en dernier, 2 activations pour les non expérimentés, 3 activations pour les entraîner et 3 activations pour les vétérans. Et là vous voyez qu'on peut jouer en premier mais on a moins d'activations, mais celui qui joue en dernier, par exemple celui qui a un trèfle qui joue en dernier, va avoir plus d'activations, c'est ce qui va compenser. Et donc il y a un main game. Pourquoi? Parce qu'en fonction des cartes que vous allez avoir dans votre main, vous pouvez choisir donc du coup de jouer en premier et d'avoir moins d'activation, ou de jouer, de bluffer, de jouer peut-être milieu de table si vous êtes 3 ou 4 avec du carreau ou du cœur pour jouer ensuite, ou de jouer en dernier avec du trèfle mais avoir plus d'activation. Et vous pouvez aussi, une fois que le tour est fait, une fois que chacun a fait ses activations, c'est alterné, on retire une carte pour une autre unité et on va savoir qui va jouer ensuite. Donc vous pouvez faire un second tour comme vous pouvez ne pas faire un second tour. Donc vraiment, là le sel du jeu il est là quoi, dans ce deck d'activation, et ça c'est génial. Quand vous perdez une unité, si vous aviez par exemple 7 unités sur la table, vous perdez une unité, bah, au prochain tour vous ne piocherez que 6 cartes. Voilà. Il y a possibilité avec les points de fortune, donc vous avez des points, un certain nombre de points de fortune par faction, par type de liste que vous allez avoir. Il y a possibilité de faire un mulligan, de rejeter une fois par partie toute votre main et de repiocher l'intégralité de vos cartes. Voilà un peu comment ça se joue avec les decks d'activation. Et honnêtement, je trouve que c'est vraiment pour moi ce qui est qui fait le fun du jeu et qui permet d'avoir un jeu qui est un peu atypique. On est un petit peu dans l'esprit de Wild West comme Exodus avec les points de fortune et les cartes. Je trouve qu'on est à peu près dans cet état d'esprit. J'adore Wild West Exodus, donc forcément je suis un peu biaisé. Je trouve que c'est vraiment bien d'avoir un jeu comme ça. Donc on fait ainsi de suite par activation, donc c'est un jeu par activation alternée qui dépendra de vos decks. Et bien on répète après ainsi de suite, j'attends que toutes les unités étaient activées. Voilà grosso modo comment ça fonctionne. Après on va parler donc des actions à proprement parler. Il faut savoir qu'il y a des actions qui peuvent être gratuites qui ne rentrent pas en ligne de compte dans le nombre d'actions que vous pouvez faire. Par exemple là sur vos cartes, ici, vous avez une action, c'est ce que vous pouvez faire. Vous avez un tableau ici des actions standards, et après les actions dédicacées qui compteront plus cher en fait en nombre d'actions. Et après vous avez des actions assignées qui ne peuvent être faites que par certaines unités, par exemple l'artillerie ou autre. Et certaines actions vont être gratuites, ne vont pas compter dans cette limite là, parce que vous allez gagner, vous êtes inexpérimenté, vous jouez une action parce que vous êtes en pic et vous avez une action gratuite, en fait ça va vous faire jouer 2 actions. Voilà, un petit mot rapide sur les jokers. Les jokers ce sont des événements, c'est-à-dire qu'il y a un tableau d'événements dans le jeu. Quand vous tirez un joker, vous devez résoudre immédiatement l'événement, enfin grosso modo c'est la poisse, mais c'est le petit truc qui apporte du piment et du narratif au jeu. Comme je vous le disais, on n'est pas sur un jeu compétitif mais un jeu wargame historique, narratif et clairement fait pour faire du multijoueur et s'éclater à plusieurs. On développera ça plus tard durant les parties. On va parler donc maintenant des actions. Donc ça pour la carte c'est vu. Alors il existe des actions standards, des actions dédicacées. Donc il y a quelque chose de précis. Donc c'est souvent des actions précises comme combattre, monter ou descendre d'un cheval. Est-ce qu'on peut monter et descendre d'un cheval? Donc on peut avoir la figurine montée, la figurine démontée, ou d'un bâtiment, ou peu importe. Bon, tout ce qui est lié à l'artillerie, le ralliement, etc. Les réparations, bref, il y a plein de petits trucs. C'est assez détaillé. J'ai l'impression
actions, enfin moi je joue beaucoup à Briscard et on est un peu dans l'esprit de Briscard, c'est avec tout plein d'actions détaillées pour pouvoir avoir le plus de possibilités, le plus de réalisme possible dans le jeu. Et après vous avez les actions assignées, et là c'est quand vous avez une assignation, une figurine par exemple est assignée à son canon, et bien, du coup en fait c'est une action qu'elle doit faire obligatoirement en premier dès le début, et si jamais elle veut stopper cette action là, elle va devoir payer une action pour rompre avec l'assignation. Donc voilà, donc au niveau du mouvement, c'est l'action de base, action standard, ça vous coûte 1 point d'action, vous pouvez bouger jusqu'à 4 pouces, et si vous refaites encore une fois, vous avez le droit de bouger jusqu'à 8 pouces, mais après si vous voulez rebouger, vous serez obligatoirement fatigué, donc vous forcez votre unité pour être fatigué, donc vous gagnez un pion de fatigue. Il faut savoir que toutes les actions standards, vous pouvez les faire le nombre de fois que vous voulez, vous pouvez faire par exemple plusieurs mouvements, plusieurs tirs, etc. Il n'y a que le mouvement qui va vous donner un point de fatigue si vous le faites 3 fois. Toutes les actions sont limitées par le nombre d'actions que vous avez ici, hors action gratuite. Donc hors action de ce que vous avez là, si vous avez écrit vétéran 2 actions, vous avez 2 actions. Si vous avez une action gratuite qui vous mène à 3, ok, c'est 3. Par contre, vous ne pourrez jamais dépasser le nombre total de 3 actions par figurine, y compris avec les pions de fortune ou de commandement. Ça c'est important, c'est-à-dire que c'est capé quoi qu'il arrive à 3 maximum. Vous ne pouvez pas dépasser ces 3 actions de base, sauf bien sûr les actions qui sont gratuites, et voilà. Donc ça c'est un petit point important. Je ne vais pas détailler toutes les actions s'il y en a vraiment beaucoup. Vous avez des actions de tir, vous avez des actions prone, donc se mettre au sol pour avoir un bonus de +2 à votre sauvegarde contre le tir. Vous avez l'action de charge, l'action de recharge, l'action de ralliement. Donc les actions de ralliement, c'est par exemple quand vous avez un pion de fatigue, vous pouvez faire une action de ralliement au début avec un dé à lancer, et puis du coup si vous atteignez la valeur de votre resolve, vous retirez le pion de fatigue. Vous avez la même chose quand vous êtes brisé, donc quand vous êtes brisé, vous faites par exemple la première action que vous allez faire, par exemple ça va être, vous êtes vétéran, vous êtes brisé, vous avez 2 actions, vous êtes obligé de faire le ralliement, vous lancez un dé, par exemple si vous avez vous lancez vos dés pour les pions de fatigue, et les actions supplémentaires qui ne sont pas utilisées, parce que vous ne pouvez pas utiliser d'autres actions, ils sont utilisés comme bonus sur la valeur de resolve. Donc ça vous permet en fait de pouvoir diminuer votre niveau de fatigue. Bon, ça c'est des mécaniques qu'on abordera pour en parler dans une partie pour que ça soit bien plus clair. Voilà, le commandement et les points de commandement. Donc vous avez des points de commandement qui se restackent, enfin, vous les récupérez à chaque début de tour et d'activation du commandant. Et quand vous esquivez votre commandant, vous pouvez utiliser les points de commandement pour faire des actions supplémentaires à d'autres unités. Donc vous pouvez donner un point de commandement pour faire une action supplémentaire à une autre unité à portée de commandement. Ces points, donc vous les récupérez à chaque début de tour d'activation de la figurine. Et donc voilà, grosso modo, ça vous permet un petit peu de pallier aux défaillances de vos unités. Ça fait le rôle de leader, quoi. Voilà, grosso modo, pour ça. Là, je vais passer. Alors là, c'est le combat. C'est très détaillé sur les différentes situations de combat, corps à corps, explosif, les terrains, etc. Donc voilà, je vous ai fait grosso modo un petit aperçu des règles de base, du fonctionnement, des mécanismes de base. Comme ça, vous pouvez vous donner une idée un petit peu du jeu, du type de jeu que c'est. Encore une fois, pour moi, ce qui fait le piment du jeu, c'est le deck d'activation avec le main game qu'il y a, la conception de liste autour du commandant. Ça, c'est hyper intéressant aussi parce que ça va vraiment changer votre façon de jouer en fonction du type de commandant que vous allez prendre. Puis après, la souplesse que vous pouvez avoir dans la création des unités, j'en ai parlé dans la première vidéo. La vidéo qui arrive derrière, la 3e vidéo, est consacrée à la conception d'une force, à la création d'une liste. Donc c'est vraiment un jeu qui propose des choses qui sont novatrices, intéressantes. Le système est quand même très rapide à prendre en main. Vous avez vu les règles de base, il n'y a rien de très compliqué. Par contre, il y a une vraie profondeur après dans la diversité des actions, et que vous jouez sur terre, en amphibie ou sur l'eau avec les bateaux, le combat naval est extrêmement riche, et l'apport des règles d'artillerie aussi. Et là par contre ça densifie le jeu au départ. C'est pour ça que je vous recommande de jouer plutôt sur terre ou par la suite dans les premières parties en amphibie, de manière à apprendre les règles très progressivement et pas vous alourdir l'apprentissage du jeu et puis de perdre en plaisir.
Voilà les hobbyistes, c'est fini pour cette deuxième vidéo autour de Blood and Plunder. J'espère qu'elle vous sera utile, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à nous laisser des likes pour aider au référencement et faire connaître ce jeu au wargame francophone. Des commentaires, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. Rejoignez-nous sur le Discord de GWS, une rubrique spéciale Blood and Plunder et Port-Royal ont été créés sur le Discord pour partager, pour expliquer les règles, pour pouvoir se lancer avec cette petite communauté autour de ce jeu. Et en attendant, je vous dis à bientôt les hobbyistes.